Mes parents ont exigé que j'offre mon chalet de 500 000 $ à mon bon à rien de frère pour son mariage. Alors, je l'ai vendu à des promoteurs immobiliers qui l'ont démoli sous leurs yeux. Salut tout le monde. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler, mais très rapidement, si vous aimez ce contenu, abonnez-vous. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien est ce qui l'a fait vivre. Plongeons dans le vif du sujet. Publication originale. Moi, 33H, je suis assis dans mon bureau à domicile, fixant le contrat de vente signé qui est sur le point de faire exploser toute ma famille, et je ne ressens rien d'autre que du soulagement. Pour comprendre pourquoi je suis sur le point de faire quelque chose qui va probablement me faire renier, m'exclure de manière permanente de toutes les réunions de famille et me cataloguer comme le méchant de toutes les histoires de famille pour les 3 prochaines générations, vous devez comprendre l'historique ici. Je m'appelle Michael, et je suis l'aîné de 2 fils. Mes parents, Thomas, 61H, et Patricia, 59F, m'ont eu quand ils étaient jeunes. Maman n'avait que 26 ans. Papa, 28. Ils étaient encore en train de construire leur vie, leur mariage, leur carrière. Papa travaillait dans le bâtiment. Maman était réceptionniste dans un cabinet dentaire, et l'argent était rare. J'ai grandi en entendant à quel point les choses étaient difficiles quand j'étais petit. Comment ils ont dû tout sacrifier juste pour avoir du lait maternisé à la maison et des couches pour moi. Au moment où mon frère Ryan est arrivé, 7 ans plus tard, les choses avaient changé. Papa avait lancé sa propre entreprise de construction. Maman était devenue directrice de cabinet dans une plus grande clinique médicale, et ils avaient quitté leur appartement exigu pour une maison de 4 chambres en banlieue. Ryan a grandi avec sa propre chambre, des vêtements neufs au lieu de trouvailles de friperie, et des parents qui pouvaient se permettre d'être indulgents plutôt que stressés. Je ne lui en veux pas pour cette enfance. Je suis sincèrement heureux que mes parents aient atteint la stabilité. Ce qui me dérange, c'est la façon dont cette différence dans nos premières années est devenue le récit fondateur de notre famille. J'étais l'enfant pour qui tout était facile parce que j'étais naturellement doué pour les études, tandis que Ryan avait des difficultés parce que l'école ne l'intéressait pas. J'ai eu de la chance d'obtenir des bourses, tandis que Ryan méritait d'être soutenu quand il a voulu abandonner l'université. 2 fois. Je suis devenu ingénieur logiciel, en galérant pour obtenir mon diplôme d'informatique tout en travaillant de nuit dans un entrepôt pour payer les dépenses que mes bourses ne couvraient pas. Je me souviens de m'être endormi à la bibliothèque entre 2 quarts de travail, de vivre de ramen et de café, de porter les 3 mêmes chemises en rotation parce que la lessive coûtait de l'argent que je n'avais pas. Pendant ce temps, Ryan se cherchait pendant ce que mes parents appelaient son année sabbatique, mais en réalité, il fumait de l'herbe à Amsterdam et postait des photos Instagram depuis des auberges de jeunesse à travers l'Europe. Il y a 5 ans, à 28 ans, j'avais enfin économisé assez pour un acompte sur quelque chose dont je rêvais depuis que j'étais enfant, un chalet à la montagne. Il n'était pas luxueux quand je l'ai acheté. Construit en 1974, il avait des lambris qui criaient les années 70, une cuisine avec des appareils électroménagers couleur or moisson, et une moquette si vieille qu'elle avait probablement été témoin de l'administration Ford. Mais il avait une bonne structure, était situé sur un terrain privé de 1,2 hectares, et plus important encore, il était à moi. La vendeuse était une dame âgée nommée Dorothy, qui déménageait en maison de retraite. Elle aurait pu obtenir plus d'argent de la part des promoteurs. Même à l'époque, ils tournaient comme des vautours, mais elle voulait le vendre à quelqu'un qui l'aimerait comme elle l'avait aimé. Nous nous sommes assis sur le porche, et elle m'a raconté les décennies qu'elle y avait passées avec son défunt mari, les jardins qu'ils avaient plantés, la terrasse qu'il avait construite de ses propres mains. Elle me l'a vendu pour 380 000 $, probablement 50 000 $ de moins que la valeur du marché, parce qu'elle a dit que je lui rappelais son mari, jeune, plein d'enthousiasme, avec des mains calleuses qui montraient que je n'avais pas peur du travail. J'ai passé tous les week-ends des 2 années suivantes à rénover ce chalet. Je montais le vendredi soir après le travail. Je passais tout le samedi et le dimanche couvert de sueur et de peinture, puis je rentrais le dimanche soir pour commencer la semaine de travail. J'ai appris la plomberie avec des vidéos YouTube quand les tuyaux ont éclaté pendant le premier gel hivernal. J'ai appris par moi-même les bases de l'électricité pour moderniser le câblage ancien. J'ai posé un nouveau sol, installé une cuisine moderne, construit une nouvelle terrasse qui entourait 3 côtés du chalet.
Mes mains ont touché chaque surface de cet endroit. Je connais chaque planche qui grince, chaque fenêtre récalcitrante, chaque caprice du poêle à bois qui le chauffe en hiver. J'ai regardé le lever du soleil par la fenêtre de la cuisine en faisant du café plus de fois que je ne peux compter. Je me suis assis sur ma terrasse pendant des orages, sentant l'électricité dans l'air. Ce chalet n'est pas juste une propriété pour moi. C'est la preuve que je peux construire quelque chose, créer quelque chose, accomplir quelque chose de mes propres mains. Mes parents sont venus 2 fois en 5 ans. La première fois, ma mère s'est plainte de la salle de bain rustique, que j'avais entièrement rénovée avec une baignoire sur pied et une douche à effet pluie. Mon père a passé tout le week-end à pointer du doigt des choses qu'il aurait faites différemment, bien qu'il n'ait jamais proposé d'aider pour aucun des travaux. La deuxième fois, ils sont restés exactement une nuit avant de déclarer qu'ils préféraient les hôtels et de partir plus tôt. Ryan est venu une fois, pendant environ 3 heures, au cours desquelles il a bu toute ma bière, a cassé une chaise en se penchant trop en arrière et a demandé si j'avais un meilleur Wi-Fi. Il a passé la majeure partie de la visite sur son téléphone, postant des selfies avec des légendes comme « La vie à la dure en pleine nature bois déconnecté », bien qu'il soit resté moins de temps qu'il n'en faut pour regarder un film. Il y a 6 mois, Ryan s'est fiancé à Jessica. Je l'avais rencontrée exactement 3 fois. Une fois au dîner d'anniversaire de Ryan, une fois à Noël, et une fois quand ils ont eu besoin d'emprunter de l'argent pour la caution de leur appartement, argent que, pour mémoire, je n'ai jamais revu. Elle semblait assez gentille, mais avait cette personnalité d'influenceuse où tout était du contenu. Chaque moment devait être documenté. Chaque expérience était mesurée en likes et en taux d'engagement. L'annonce des fiançailles était une véritable production. Ils ont engagé un photographe, loué un hélicoptère, je ne plaisante pas, et ont fait cette demande en mariage élaborée au sommet d'une montagne, qui a probablement coûté plus cher que les mariages entiers de certaines personnes. Mes parents étaient ravis, offrant immédiatement de payer pour le mariage, bien que mon père venait de prendre sa retraite et que ma mère prévoyait de la prendre l'année suivante. La planification du mariage est devenue omniprésente. Chaque dîner de famille se transformait en session de planification de mariage. Chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre au lieu, aux fleurs, aux options de traiteur. Le budget n'arrêtait pas de grimper, $30 000, $40 000, $50 000. J'ai vu mes parents vider leurs économies, contracter des prêts, tout en insistant sur le fait que c'était ce qu'ils voulaient faire, que Ryan méritait sa journée parfaite. Il y a 3 semaines, tout a dégénéré. J'étais chez mes parents pour le dîner du dimanche, une tradition que j'avais maintenue malgré un malaise croissant face à la dynamique familiale. Nous étions à mi-chemin du rôti de maman quand elle a mentionné nonchalamment, comme si elle parlait de la météo, qu'ils avaient résolu le problème de la lune de miel de Ryan. Quel problème de lune de miel, ai-je demandé, sans vraiment prêter attention. Eh bien, avec toutes les dépenses du mariage, il ne restait pas grand-chose pour une lune de miel, dit maman, coupant sa viande avec des gestes précis. Mais ensuite, nous avons réalisé que tu as ce chalet qui reste vide la plupart du temps. Ils sont les bienvenus pour l'utiliser, dis-je immédiatement. Faites-moi juste savoir les dates. Mon père et ma mère ont échangé un regard que je reconnaissais de mon enfance. Celui qui signifiait qu'ils allaient me dire quelque chose que je n'aimerais pas, mais que je serais censé accepter sans me plaindre. En fait, dit mon père en posant sa fourchette. Nous pensions à quelque chose de plus permanent. Les mots flottaient dans l'air comme une mauvaise odeur. J'ai posé ma propre fourchette, mon appétit soudainement disparu. Que veux-tu dire par permanent ? Le chalet ferait un cadeau de mariage parfait, dit ma mère en souriant comme si elle venait de suggérer que je leur offre un grille-pain. De toi à Ryan et Jessica. Ils commencent leur vie ensemble, construisent leur avenir. Ce chalet signifierait tellement plus pour eux que pour toi. Je les regardais fixement, attendant la chute. Il n'y en avait pas, vous voulez que je leur donne mon chalet ? Mon chalet à $500 000 comme cadeau de mariage ? Ne sois pas dramatique à propos de l'argent, dit mon père d'un ton dédaigneux. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de famille. Si ce n'est pas une question d'argent, alors pourquoi ne leur achetez-vous pas un chalet, ai-je demandé. Tu sais bien que nous ne pouvons pas nous le permettre avec les dépenses du mariage, dit ma mère, comme si c'était mon problème à résoudre. De plus, tu as déjà le chalet. Tu es célibataire. Tu as un bon travail.
Tu peux t'en offrir un autre si tu en veux vraiment un. Ce mot, célibataire, suintait la condescendance. Comme si mon statut relationnel déterminait la valeur de mes biens. Comme si être non marié signifiait que je ne méritais pas le fruit de mon travail. Le chalet n'est pas juste vide, dis-je, luttant pour garder ma voix calme. Je l'utilise presque tous les week-ends. J'ai mis 2 ans de ma vie à le rénover. Pourquoi faire, demanda mon père. Pour t'asseoir là, seul, pour te cacher du monde. Au moins, Ryan et Jessica le rempliraient d'amour, de famille. Il prévoit déjà d'essayer d'avoir des enfants juste après le mariage. Imagine tes nièces et neveux grandir avec des étés au chalet. Mes nièces et neveux dans un chalet que j'avais construit, que j'avais payé, et qui ne serait plus le mien. Non, dis-je simplement. Michael, commença ma mère. Non. Le chalet est à moi. Je l'ai acheté. Je l'ai rénové. Je l'entretiens. Je suis heureux de les laisser l'utiliser pour leur lune de miel, mais je ne le donne pas. Tu es égoïste, dit ma mère, sa voix tranchante. Tu as toujours tout eu plus facilement que Ryan. De meilleures notes, un meilleur travail, tout est tombé dans les bras. Le moins que tu puisses faire, c'est d'aider ton frère quand il en a besoin. Tomber dans les bras. Les nuits blanches à étudier, les doubles quarts de travail à l'entrepôt, les week-ends passés à apprendre des compétences en construction pour réparer le chalet moi-même parce que je ne pouvais pas me payer des entrepreneurs. Tout cela m'était apparemment juste tombé dans les bras. Je me suis levée pour partir, mais les mots suivants de mon père m'ont glacé le sang. Nous leur avons déjà dit. Je me suis retournée lentement. Vous leur avez dit quoi? Que le chalet serait leur cadeau de mariage. Ryan prévoit déjà de proposer un projet de rénovation là-bas pour la chaîne YouTube de Jessica. Elle a plus de 50 000 abonnés. Tu sais, la visibilité serait bonne pour la valeur du bien. Ils avaient déjà promis ma propriété à mon frère sans me le demander, sans même la courtoisie de vérifier si j'étais d'accord. Ils avaient simplement supposé que je me laisserais faire, comme je l'avais toujours fait. Alors vous allez devoir le leur dédire, dis-je et je suis partie. Mise à jour 1, l'escalade. Les 2 semaines suivantes furent une masterclass en manipulation familiale. Ça a commencé avec les culpabilisations. Ma mère appelant pour me dire à quel point Ryan était anéanti, que je gâchais la joie de son mariage. Puis sont arrivés les singes volants, tantes, oncles, cousins, tous me contactant pour me dire à quel point mon égoïsme était décevant. Ma cousine Linda a appelé pour m'informer que la famille s'entraide et qu'elle avait donné sa voiture à Ryan quand il en avait eu besoin il y a 3 ans. Je lui ai rappelé que Ryan avait accidenté cette voiture en conduisant ivre et qu'elle avait dû en acheter une nouvelle pendant qu'il n'avait subi aucune conséquence parce que mes parents avaient payé son avocat. Elle m'a raccroché au nez. Mon oncle Robert a envoyé un long email sur le fait que mes grands-parents auraient honte de mon comportement. Mes grands-parents, qui sont morts quand j'avais 15 ans, qui ont tout laissé à mes parents avec le souhait exprès que ce soit divisé équitablement entre leurs petits-fils. De l'argent qui, d'une manière ou d'une autre, est allé entièrement aux diverses entreprises ratées de Ryan, tandis qu'on me disait d'être fier de m'en être sorti tout seul. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée dimanche dernier. J'avais été invitée à ce que je pensais être un dîner d'anniversaire pour ma tante. Au lieu de cela, je suis entrée dans une véritable intervention. 15 membres de la famille assis dans le salon de mes parents avec Ryan et Jessica au centre, comme une sorte de couple en deuil. Jessica avait préparé une présentation, une véritable présentation PowerPoint sur leur vision du chalet. Elle avait fait des maquettes de plans de rénovation, créé des planches d'inspiration, et avait même préparé une bande-annonce vidéo YouTube pour une série intitulée « Du chalet au château, notre aventure montagnarde ». Nous avons déjà des sponsors intéressés, expliqua-t-elle en cliquant sur les diapositives. 3 marques de rénovation veulent s'associer à nous. Cela pourrait lancer nos carrières d'influenceurs lifestyle. Mon chalet, mon sanctuaire, transformé en contenu, en toile de fond pour des publications sponsorisées, des ring lights et tout ce que font les influenceurs. Et nous avons déjà versé des acomptes, ajouta Ryan, essayant d'avoir l'air professionnel dans son costume mal ajusté, pour les matériaux de rénovation, en se basant sur le calendrier de prise de possession après le mariage. Alors vous feriez mieux de récupérer vos acomptes, dis-je en me levant pour partir. Mon père a bloqué la porte.
Tu ne partiras pas tant que nous n'aurons pas réglé ça. C'est réglé. La réponse est non. Alors tu n'es plus le bienvenu dans cette famille, dit-il. Très bien, ai-je répondu, et je le pensais. Je l'ai bousculé et je suis parti, mais pas avant d'entendre Ryan crier, tu le regretteras. Tu vas mourir seul dans ce stupide chalet. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. S'ils voulaient le chalet à ce point, si cela comptait plus pour eux que leur relation avec moi, alors ils pouvaient garder ce sentiment. Ils pouvaient le désirer pour toujours. Mise à jour 2, la vente. J'ai appelé 3 promoteurs le lundi matin. Le mercredi, j'avais 5 offres. Le Davison Development Group a remporté l'affaire avec une offre de 670 000 $ en espèces, avec une clôture en 3 semaines. Il prévoyait de tout démolir et de construire un complexe hôtelier de luxe. J'ai ressenti un pincement au cœur en signant les papiers, en pensant à Dorothy, la femme âgée qui me l'avait vendu en espérant que quelqu'un l'aimerait. Mais ensuite, je me suis souvenu de ces mots exacts, « Aime le temps que tu le peux, mon cher. » Rien ne dure éternellement. Quand il est temps de lâcher prise, lâche complètement prise. La clôture de la vente était prévue pour le vendredi précédant le mariage de Ryan. J'ai passé les 3 semaines à déménager lentement mes effets personnels, à prendre des photos finales, à dire au revoir à chaque pièce. J'ai gardé la signature secrète, n'en parlant à personne sauf à mon avocat et à mon comptable. Avec les bénéfices, j'ai acheté une maison en bord de mer au Portugal pour 340 000 $. Elle avait besoin de travaux, mais j'avais de l'expérience maintenant. L'argent restant a été placé dans des investissements et un fonds d'urgence conséquent. J'ai également mis de côté 50 000 $ pour les implications fiscales de la vente. La veille de la clôture, j'ai envoyé un SMS de groupe à ma famille, rendez-vous demain au chalet. 14 heures, nouvelles importantes concernant la propriété. Mise à jour 3, la révélation. Je suis arrivé au chalet en avance, en partie pour dire au revoir seul, en partie pour rencontrer le chef de chantier de la démolition qui voulait faire une dernière visite. C'était un homme aimable nommé Samuel qui semblait comprendre le poids de ce que je faisais. Des remords de vendeur, demanda-t-il, me voyant toucher le cadre de porte que j'avais reconstruit moi-même. Non, dis-je. Juste un au revoir en bonne et due forme. Ma famille est arrivée en convoi, le camion de mes parents, la voiture de Ryan et 2 autres véhicules avec divers parents. Ils ont pratiquement couru vers le chalet, Ryan tenant une bouteille de champagne, Jessica avec son téléphone déjà en train de filmer. « Je savais que tu finirais par céder », cria Ryan, s'avançant pour me prendre dans ses bras. J'ai reculé. « Je vous ai demandé de venir ici pour vous le dire en personne, dis-je. J'ai vendu le chalet. Ces messieurs sont du Davison Development. Ils en prennent possession dans 1 heure. » La bouteille de champagne a glissé des mains de Ryan, se brisant sur la terrasse que j'avais construite. Le téléphone de Jessica a continué d'enregistrer, capturant tout. « Tu mens » murmura ma mère. Samuel s'avança. « Madame, je peux vous assurer que la vente est conclue. Nous commencerons la démolition lundi. » La démolition ? La voix de mon père se brisa. « Vous allez le démolir ? » Toute la montagne est en cours de développement, expliquai-je. Un complexe de luxe. Ce chalet aura disparu d'ici la semaine prochaine. Ryan s'est jeté sur moi, hurlant de manière incohérente. Samuel et son équipe ont dû le maîtriser. Jessica se tenait figée, filmant toujours, comme si son cerveau ne pouvait pas traiter ce qui se passait. « Comment as-tu pu » sanglota ma mère. « Comment as-tu pu choisir des étrangers plutôt que ta propre famille ? De la même manière que vous avez choisi Ryan plutôt que moi, dis-je calmement, pendant 33 ans. Je me suis tourné vers Ryan, qui était retenu par l'équipe de démolition. Tu as dit que je mourrais seul dans ce chalet. Eh bien, maintenant, personne n'y mourra. Ce sera un parking d'ici Noël. Mise à jour 4, le mariage. Je n'ai pas été invitée au mariage, évidemment, mais j'en ai entendu parler par plusieurs sources. Ma tante Rebecca, qui a toujours été le membre le plus raisonnable de la famille, m'a appelé le lendemain. C'était un désastre, dit-elle. La moitié de la famille n'est pas venue après avoir appris ce qui s'était passé. L'autre moitié a passé toute la réception à se disputer pour savoir si tu étais justifié ou non.
Tes parents avaient l'air misérables. Ryan s'est saoulé et a fait un discours sur le fait que tu avais ruiné sa vie. La famille de Jessica est partie tôt. Apparemment, on avait dit aux parents de Jessica que Ryan possédait un chalet sans hypothèque, qu'ils étaient financièrement stables, que Ryan était sur le point de lancer une entreprise de rénovation prospère. Découvrir que tout cela était des mensonges, que Ryan avait misé sur une propriété qu'il ne possédait pas, qu'il leur avait menti pendant des mois. Ils étaient furieux. Le père de Jessica a traité Ryan d'escroc devant tout le monde. Rebecca a continué, il a dit qu'il n'avait pas élevé sa fille pour qu'elle épouse un menteur. Le mariage a duré 6 semaines. Mise à jour 4 mois plus tard. J'écris ceci depuis ma maison sur la plage au Portugal, assis sur une terrasse que j'ai reconstruite moi-même, en regardant le coucher de soleil sur l'Atlantique. La maison est petite mais parfaite. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine ouverte et un salon avec vue sur l'océan. Je la rénove lentement, apprenant des artisans locaux, en prenant mon temps. Ryan vit de nouveau chez nos parents. Le divorce a été brutal. La famille de Jessica a engagé des avocats coûteux, et elle a tout obtenu, y compris les droits de l'histoire sur leur désastre relationnel, qu'elle a transformé en une série TikTok virale intitulée « Quand sa famille vous montre qui ils sont vraiment ». Aux dernières nouvelles, elle a un contrat pour un livre. Mes parents sont en ruine financière. Le mariage qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Les avocats du divorce qu'ils ont payé pour soutenir Ryan, encore une fois. Ils vendent leur maison. La maison dont ils étaient si fiers, le symbole de leur succès, parti pour payer les erreurs de leur enfant chéri. Certains membres de la famille m'ont contacté, suggérant une réconciliation. Ils disent que j'ai gagné, que j'ai fait passer mon message, qu'il est temps de pardonner. Mais ils ne comprennent pas qu'il ne s'est jamais agi de gagner. Il s'agissait de me choisir enfin moi-même, après 33 ans où l'on m'a dit que mes choix n'avaient pas d'importance. J'ai découvert via LinkedIn que Ryan travaille dans un magasin de téléphonie mobile, le même genre de travail de vente au détail pour lequel il se moquait de moi à l'université. Apparemment, il raconte à qui veut l'entendre que son frère a volé son héritage, détruit son mariage, ruiné sa vie. La vérité est plus simple. J'ai vendu quelque chose qui était à moi. J'ai utilisé l'argent pour acheter autre chose qui était à moi. Le fait qu'ils aient déjà décidé que ma propriété était la leur ne fait pas de cela un vol. Cela en fait une justice. Ma thérapeute ici, j'en ai trouvé une qui parle anglais à Lisbonne, dit que je suis en train de traiter des années de négligence émotionnelle et de manipulation, que la réaction de ma famille au fait que j'ai maintenu une limite montre à quel point la dynamique a toujours été malsaine. Elle a probablement raison. Mais assis ici, à regarder le soleil se coucher sur l'océan, à écouter les mouettes et les vagues, je ne me sens ni négligée ni manipulée. Je me sens libre. Pour la première fois de ma vie, je n'attends pas l'approbation de ma famille, je ne sacrifie pas mon bonheur pour leur confort, je ne me diminue pas pour faire de la place à l'ego de Ryan. Le chalet n'est plus là. Samuel m'a envoyé des photos de la démolition, que j'ai supprimées sans les regarder. Puis il m'a envoyé une photo du complexe en construction, que j'ai regardé. C'est beau à sa manière. Moderne, épuré, probablement tout ce que Jessica aurait voulu pour son Instagram. Parfois, je rêve du chalet. Pas des cauchemars, juste des souvenirs, le grincement de la 3e marche, la façon dont la lumière du matin frappait la cuisine, l'odeur du pain et de la fumée de bois. Je le pleure parfois, cette chose que j'ai construite et perdue. Mais je préférerais le pleurer plutôt que de le voir m'être enlevé morceau par morceau, rénovation par rénovation, jusqu'à ce que rien de moi n'y reste. Mes voisins portugais pensent que je suis un peu étrange, l'Américain qui a acheté la maison de plage délabrée et passe ses week-ends couverts de peinture et de plâtre. Mais ils m'apportent aussi du poisson de leur pêche, m'invitent à dîner, m'apprennent des gros mots portugais. Ils ne savent rien du chalet, de Ryan, de tout ça. Pour eux, je suis juste Michael, le gars qui répare la vieille maison des Costa. J'aime bien être juste Michael. Les gens me demandent si je le regrette. Vendre au promoteur, choisir l'option nucléaire, brûler tous les ponts si complètement qu'il n'y a pas de retour possible. La réponse change selon le jour. Est-ce que je regrette d'avoir perdu ma famille? Oui, parfois, dans les moments de calme où je me souviens des bons moments, aussi rares soient-ils.
Est-ce que je regrette d'avoir vendu le chalet? Non. Il était à moi. Est-ce que je regrette la manière dont je l'ai fait? Non. Toute autre manière leur aurait laissé la possibilité de me manipuler pour que je me soumette à nouveau. Est-ce que je regrette d'avoir acheté cet endroit, de recommencer, de me choisir? Jamais. Pas une seule seconde. Ryan, si tu lis ceci, et je sais que tu le fais, parce que Jessica te tague dans ses TikTok à ce sujet, sache ceci. Je n'ai pas fait ça pour te blesser. Je l'ai fait pour me sauver. Tu n'étais qu'un dommage collatéral dans ma fuite d'une dynamique familiale qui me tuait à petit feu. Le chalet n'a jamais été à toi. Il n'allait jamais être à toi. Le fait que tu aies cru qu'il le serait en dit long sur le fonctionnement de notre famille. Tu voulais, tu recevais. Je travaillais, je donnais. C'est fini maintenant. Maman, papa, si vous voyez ça, et je sais que tante Rebecca vous le montrera, je suis désolée que nous en soyons arrivés là. Mais je ne suis pas désolée de ce que j'ai fait. Vous m'avez élevée pour être autonome, pour travailler dur, pour gagner ma vie. J'ai fait tout cela. Le fait que vous ayez voulu donner mes gains à Ryan ne fait pas de moi un égoïste. Cela fait de vous des voleurs. Des voleurs ratés, mais des voleurs quand même. À tous les autres, les membres de la famille élargie et les amis de la famille qui lisent ceci avec du pop-corn et du jugement. Vous n'avez pas vécu ma vie. Vous n'avez pas passé 33 ans à vous entendre dire que vous aviez de la chance tout en travaillant 2 fois plus dur. Vous n'avez pas vu vos réussites être minimisées et les échecs de votre frère subventionnés. Vous n'étiez pas assis dans cette intervention à regarder des gens que vous aimiez planifier de vous voler tout en appelant cela de la générosité. J'ai choisi la politique de la terre brûlée parce que c'est parfois le seul moyen d'arrêter le pillage. Parfois, il faut tout brûler pour se sauver. La plage ici est magnifique. L'eau est claire et bleue d'une manière qui semble impossible. J'apprends à surfer, maladroitement. Je me fais des amis qui ne connaissent ni ne se soucient de mon drame familial. Je construis quelque chose de nouveau, quelque chose à moi, quelque chose que personne ne peut prendre parce que personne ne sait qu'il faut le vouloir. Est-ce que ça en valait la peine? Demandez-moi dans 1 an. Demandez-moi dans 5 ans. Demandez-moi quand je serai vieux et assis sur cette terrasse à regarder le coucher de soleil avec la vie que j'aurai bâtie. Mais maintenant, à cet instant, avec l'air salin, le soleil couchant et la paix tranquille d'une vie enfin mienne. Oui, cela valait chaque pont brûlé. Le chalet n'est plus là, mais je suis toujours là. Et pour la première fois de ma vie, ça me suffit.